Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Attention, cette vidéo concerne en grande partie les derniers événements de l'œuvre, donc si vous n'êtes pas à jour sur les scans ou que vous vous êtes arrêté avant le fameux chapitre 1007, ne faites pas un pas de plus. Mais laisse un petit j'aime, car après tout, tu n'as pas été spoilé. L'au-delà. Dans le monde de One Piece, c'est un univers que peu de personnes ont pu côtoyer. La frontière a beau être mince, la ténacité de la ville l'emporte presque toujours, à de petites exceptions près bien sûr. Et s'il est vrai que nombre de personnages issus des flashbacks sont morts, l'un d'entre eux a su se faufiler à travers les portes du paradis et faire le chemin inverse. C'est donc avec une stupéfaction tout aussi grande que n'importe quel fan de l'œuvre qu'on a retrouvé Oden dans le chapitre 1007. Mais toute chose a une explication, et dans cette vidéo, on va vous exposer notre théorie sur le sujet, la vraie raison de son retour, mais surtout, le comment. Mais avant de commencer, petit rituel, nous avons un projet un peu fou pour la chaîne. C'est très flou pour le moment, mais ce sera très innovant. Bien sûr, on garde le secret sur le sujet pour l'instant. Mais en temps voulu, on contactera certains d'entre vous pour leur demander leur avis. La sélection sera faite dans les commentaires. Et si ça marche comme on le pense, ce sera vraiment une chose assez nouvelle dans le monde de YouTube. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, une vie déjà bien remplie. Avant de vous exposer notre sentiment sur le sujet, et surtout notre théorie sur cet événement plus que particulier, il est important d'avoir en tête la vie de ce personnage hors du commun. Oden est né au Pays des Voiles il y a 59 ans de cela. Issu d'une grande famille de nobles, les Kozuki, il était destiné à devenir le shogun, titre décerné aux protecteurs et aux dirigeants de Wano depuis bien des siècles. Malheureusement, il avait été doté d'une grande force dès sa naissance, et d'un caractère assez espiègle et pervers. Enchaînant les incidents, il finit en prison à l'âge de 10 ans, après avoir été l'auteur d'une bagarre avec des yakuza. Et en prime, il a déclenché un incendie volontaire. À 14 ans, il dévie le cours d'une rivière pour lutter contre la sécheresse, mais crée une inondation. À 15 ans, il se construit un harem avec les femmes et les filles des villageois, ce qui déclenche une bataille qu'on appellera la guerre du harem. Mais c'est à 18 ans qu'il entame un changement majeur. Même si les habitants de la capitale ont tous une piètre opinion de lui, il sauve les lieux de l'attaque du dieu de la montagne, faisant étalage de sa puissance en le tranchant littéralement en deux. Mais il prend quand même le blâme de l'incident à la place d'un jeune orphelin, et se fait bannir de la capitale. En prime, il perd son nom de famille. Son père le renie. Tant pis, il voyagera à travers tout le pays. Il se trouvera petit à petit des suivants. Enfin, il les cherche pas trop, c'est plus des piques-assiettes. Et enchaînant les combats, il finit par pacifier la région de Kuri. L'ancien bandit qui faisait régner la tyrannie devient même un de ses suivants. Le shogun, son père, qui est impressionné par ses actes, lui donne le titre de daimyo de cette région. Et à partir de là, tout va pour le mieux pour lui. Ces hommes deviennent des dignes samouraïs et le rendent fier de lui. Son père lui témoigne du respect et de l'amour. Hélas, lui, il en veut plus. Il veut voyager, découvrir ce vaste monde. Et c'est exactement ce que le destin va lui offrir. À ses 27 ans, il rencontra Barbe Blanche. Et après quelques péripéties, il deviendra un membre à part entière de cet équipage légendaire. Il y fera la connaissance de sa femme. Et ses enfants adorés naîtront sur les flots. Mais lorsque l'équipage croisera le chemin de Roger, il décidera de le suivre dans son dernier voyage et atteindra la dernière île à ses côtés. Son ambition a été comblée. Il est allé plus loin que n'importe qui d'autre. Il peut rentrer sereinement chez lui. Hélas, il a utilisé son compte de chance pour toute une vie. Et il trouve un pays délabré sous le joug d'Orochi et de Kaido. Sa femme, rentrée plus tôt, a été attaquée par les hommes du nouveau tyran. Alors sans aucune hésitation, il se faufile sur les lieux avec l'intention de le tuer. Hélas, cela tourne court. Le shogun est bien protégé et surtout, la population est tenue en otage. Durant 5 ans, il s'humiliera dans les rues de la capitale, sous promesse que s'il s'applique longuement, le shogun partira, et il l'épargnera tout le monde. Mais lorsque Yogoro fut attrapé et sa femme tuée, il comprit que les choses ne changeraient jamais, et il se lança dans la dernière bataille de sa vie. Au crépuscule, lui et ses hommes se dirigèrent vers Onigashima. Leur but, tuer la bête. Hélas, un informateur les a prévenus, et Kaido est venu à sa rencontre. Son armée est fin prête. Malgré tout ça, Oden et ses samouraïs prennent le dessus, et Kaido se fait trancher par les sabres d'Oden. Mais la dernière protection du shogun se dresse face à eux. La vieille prend l'apparence de Momo et distrait Oden. Kaido en profite et l'assomme. À ce moment, tout est perdu. Les fourreaux rouges eux aussi tombent les uns après les autres. Tous sont enfermés. Et le jour de l'exécution, une énorme marmite d'huile bouillante est ramenée à la capitale. Les condamnés doivent y rentrer et subir la pire des morts.
Mais dans un acte de courage ultime, Oden conclut un pacte avec Kaido. Ceux qui auront réussi à rester 1 heure dans ce bain macabre auront la vie sauve. Oden arrache alors une planche et rentre dans l'huile avec ce fardeau sur les épaules. Il porte à bout de bras ses 9 fourreaux rouges. Et par miracle, il arrive à tenir 1 heure dans ce bain bouillant. Mais encore une fois, Orochi ne respecte pas sa parole. Les fourreaux rouges prennent la fuite sur les ordres d'Oden. Et lui reste là. Son corps est en charpie, brûlé au-delà de toute limite. Et Kaido, pour montrer sa supériorité, lui loge une balle dans la tête. Et même s'il a répété sans cesse qu'il ne mourra pas, ce fut malheureusement le cas. Voilà pour son histoire. Enfin, comme vous le savez, il revient 20 ans plus tard. Il n'a pas vieilli d'un poil et semble fidèle à lui-même. Oda veut nous faire croire que c'est lui l'ombre qui a soigné les fourreaux rouges. Mais ce qui nous frappe dans ce récit, c'est sa capacité à vivre pour autrui. Oden, à partir de ses 18 ans, a fait le choix de rendre la vie meilleure aux autres. Il commence et finit par les fourreaux rouges. Il leur a tout donné. Entre-temps, c'était à Barbe Blanche et à Roger qu'il a offert sa vie. Ses bras, ses sabres, ses connaissances. Dans cette observation, il y a un début de compréhension sur son retour, et on développe ça tout de suite. Partie 2, les théories. Attention, comme cette vidéo est une théorie, il est possible qu'aucune des solutions évoquées ne soit la bonne. Oda et ses trolls, on s'est tous déjà fait avoir. Et pour le coup, ça sera vérifié vraiment très vite. Et comme d'habitude, on commence par la théorie la plus foireuse. Et clairement, on n'y croit pas du tout. Oden aurait survécu et se serait caché durant de nombreuses années. On a eu pas mal de personnes qui nous ont dit ça. Mais soyons réalistes, on a vu sa mort, Kaido a vu sa mort, Orochi aussi a vu sa mort. Il n'aurait jamais pris le risque de lui laisser ne serait-ce qu'un seul souffle de vie. Quand on voit que Kaido essaye à tout prix d'éliminer la lignée des Kozuki en tuant Momo, c'est impossible qu'il n'ait pas regardé longuement le cadavre de celui qui le faisait peur. Oden Kozuki. Autre argument, il aurait dû avoir 59 ans. Rayleigh a bien changé entre l'âge d'or de l'équipage de Roger et maintenant. Alors pourquoi pas lui? Bon, mis à part ça, il y a un point qui va dans ce sens. Il y a un homme portant un chapeau du pays des Wa qui trinque avec Crocus sur une des covers de l'œuvre. Ça aurait pu être Oden, surtout que sa cape est revue lorsque Marco débarque dans le pays. Mais là aussi, ça ne tient pas. Marco le dit lui-même, il a appris la mort d'Oden il y a longtemps. Et si là c'était vraiment Oden, Izu n'aurait pas été surpris. Bref, il faut chercher ailleurs. Et puis Oden n'aurait pas laissé souffrir son peuple. La deuxième théorie, c'est le cas de l'usurpateur. Et ça collerait super bien mine de rien. Et si un utilisateur de fruits du démon était passé par là et qu'il était venu les aider? Mais on ne connaît que 2 utilisateurs de ces fruits, Bonclé et Devon. Le premier, c'est un peu compliqué. Il est à Impel Down et il n'a sans doute jamais croisé le chemin d'Oden. Et surtout, son fruit était la possession de la vieille avant lui. Pour Katarina Devon, on sait que Barbe Noire est en route. Mais quel intérêt pour elle de sauver les fourreaux rouges? C'est l'une des femmes les plus cruelles de ce monde. Et pourquoi Barbe Noire débarquerait alors que les ennemis sont encore nombreux et puissants? Il est plus intelligent que ça, voyons. Vous comprendrez qu'on n'est pas convaincu par cette théorie. Troisième théorie, et là, ça devient un peu plus intéressant. Ce serait l'intervention d'une autre utilisatrice, l'intervention de Toki. Elle ne serait pas morte. Après tout, l'ombre qu'on a vu soigner tout le monde est féminine. Elle ressemble en aucun cas à Oden. Et si elle s'en était tirée et avait envoyé Oden dans le futur? Et avec elle, bien sûr. Et si c'était le cas, pourquoi Oden ne s'est pas occupé de puissants ennemis d'abord? Ça aurait été facile pour lui. Et surtout, encore une fois, il n'a aucune séquelle. Il a quand même été ébouillanté vivant. Et n'oubliez pas qu'Oden ne pourrait jamais laisser son peuple souffrir de son vivant. Toki le savait. Elle ne pouvait donc l'obliger à partir dans le futur s'il avait survécu. On est peut-être un peu dur, mais pour nous, ce n'est pas non plus une bonne piste. Il nous reste donc les 2 seuls qui valent le coup d'être explorés. La première concerne 2 personnages disparus depuis quelques dizaines de scans, Iori et Onimaru. Ils étaient tous les 2 dans la même région de Wano avant l'attaque, et la première ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'ombre qui soigne les fourreaux rouges. Le second, quant à lui, est capable de prendre forme humaine. Certes, on n'a vu que sa forme de Malabar, mais c'est une façon pour lui d'effrayer par sa taille. Et s'il pouvait emprunter la forme de n'importe qui, par magie ou grâce à un fruit du démon bien sûr. N'oubliez pas qu'il a vu ce cher Oden de son vivant. Il aurait pu le faire. Son but serait alors de motiver les troupes et de rappeler aux fourreaux rouges qui sont importants, qui sont les héritiers d'Oden, ceux pour qui il s'est sacrifié. Certes, elle est très jolie cette théorie, mais on en a une meilleure, et c'est celle à laquelle on croit le plus. Donc forcément, elle a le droit à une section spéciale. Partie 3, le traître. Dans l'univers de One Piece, il y a 2 choses qu'on remarque souvent. La première, c'est que les personnages ne meurent pas. Et si on a l'impression qu'ils ont rendu l'âme, Oda trouve toujours une explication pour leur retour. Et la seconde, c'est que pas grand monde n'est pourri jusqu'à la moelle. Ils ont toujours une justification pour se venger. Et quand ce n'est pas le cas, ils ont un membre de leur famille pour contrebalancer ça. Un peu comme pour Rocinante et Dofi. Oui, on sait que c'est encore un peu fou. Mais attendez un peu. La seule vraie personne qui est bonne à jeter, c'est nul autre qu'Orochi. Certes, ses ancêtres ont été martyrisés. Mais est-ce que ça justifie de se venger sur tout le monde? Même sur les personnes qui lui ont tant
tendu la main? Eh bien non. Et pourtant, on connaît 4 membres de sa famille, et les 4 sont des complotistes. Et le dernier en liste n'était autre que Kanjuro, le traître parmi les fourreaux rouges. Et si on vous disait qu'il en était peut-être plus un? Et même mieux, qu'il est toujours en vie. Mais ça nécessite un récit. Comme vous le savez, Kanjuro est né dans le clan Kurozumi. Ses parents n'étaient que des comédiens d'une troupe de théâtre populaire, mais à cause de leur ascendance, ils furent tous traqués par des villageois et mis à mort. Il fut le seul survivant, il était jeune et errant, évitant toute interaction, de peur qu'on le tue lui aussi. Jusqu'au jour où il fut approché par d'autres membres de son clan. Les 3 monstres lui firent de lui l'instrument de leur vengeance. Ils lui donnèrent même un fruit du démon. Ils lui demandèrent d'infiltrer les rangs d'Oden, le seul qui pouvait les faire tomber. Forcément, il s'exécuta. Ce sera le rôle de sa vie, l'ultime tromperie, le sacre du comédien. Il a donc fait croire qu'il n'était qu'un vagabond à la recherche de cheveux pour faire ses pinceaux. Et lorsqu'il perdit face à Oden, il intégra ses rangs, se joignant aux autres, rigolant avec eux, souffrant de la faim, idolâtrant Oden dans la gloire comme dans le manque. Mais en secret, il envoyait des missives à son seul maître, relatant le départ d'Oden et son retour. Grâce à lui, tout était prévu à l'avance. La machination d'Orochi pouvait avancer, tout était comme il le voulait. Son rôle était joué à la perfection, mais un peu trop. La comédie se changea en réalité pour le jeune homme. Il se sentait changé. Ce Oden n'était pas le monstre qu'on lui avait conté. Il faisait passer ses hommes avant lui. Sa femme était tout aussi gentille. Ses enfants étaient sa famille. Et les fourreaux rouges, ses frères. Tiraillé par le remords, il se rendit à l'évidence. C'était lui, le mal, le méchant de l'histoire. Et il avoua tout à Dame Toki et au seigneur Oden. À l'abri des regards, ils lui pardonnèrent, lui disant que la repentance était son salut. Et ensemble, ils élaborèrent un plan. Oden ne pensait pas qu'il allait mourir. Il était même certain de pouvoir battre Kaido. Mais au cas où les choses tourneraient mal, Kanjuro devait continuer à jouer son rôle d'espion. Ça ne changerait pas grand chose que la bataille ait lieu ailleurs que sur Onigashima. Si le destin n'est pas de leur côté, ils perdront dans tous les cas. Mais s'il venait à mourir, il voulait que Kanjuro soit envoyé dans le futur avec Momo. Et au moment opportun, après avoir infiltré les rangs ennemis, il délivrerait un message de la plus haute importance à tout le monde. Et pour ça, il créera un clone d'Oden. Voilà pourquoi le célèbre samouraï est revenu d'entre les morts. Ses derniers mots, sa façon d'être, son apparence, tout a été produit par Kanjuro. Et pareil pour Dame Toki, celle qui a soigné les fourreaux rouges, celle dont on voit clairement l'ombre à ce moment-là. Donc oui, Oden est revenu. C'est exactement le même qu'avant, mais il n'est pas aussi fort. Et pour étayer cette thèse, on a des petites observations. Après qu'il se soit dévoilé, on voit que les clones de Kanjuro sont montés en gamme. Ils sont devenus plus consistants, plus réels et plus autonomes. Ils parlent et miment parfaitement l'être dessiné. Quand les fourreaux rouges sont sur la barque, le clone de Kanjuro interagit, répond aux questions et décide de lui-même de se dévoiler. Pareil lors du combat contre les fourreaux rouges. Les cavaliers sans tête bougent d'eux-mêmes et sont aptes à se battre sans manipulation. Pour nous, ça montre bien qu'il aurait pu copier les dernières paroles et la façon de penser de quelqu'un. D'ailleurs, lors de ce combat, Kanjuro est mort bien trop tôt. On n'a presque rien vu. À l'époque, on s'était dit que c'était bizarre. En tant que grand ennemi des fourreaux rouges, il aurait dû être montré un peu plus. À part si la chose qui est morte n'était qu'un clone extrêmement bien fait. Autre point, Oda n'aime pas créer une famille de méchants. Comme dit précédemment, chez Dofi, on a son frère qui le rattrape par sa gentillesse. Pour Kaido, son fils est extrêmement honnête. Et pour Big Mom, on a Katakuri. Pour les Kurozumi, ce serait peut-être Kanjuro. Et enfin, encore une fois, les personnages ne meurent pas si facilement. Si Kanjuro se fait passer pour un traître, il y a un autre personnage qui pourrait être vivant, Yasui. Et oui, son corps a été récupéré par ce dernier. Il n'y a que lui qui l'ait touché. Il est même parti l'enterrer lui-même selon ses dires. Or, il pourrait juste l'avoir caché pour le sauver. Yasui pourrait faire partie de toute cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura des réponses très prochainement. Et qui sait, peut-être que tout ça n'est qu'un énorme troll d'Oda. Mais ça, vous nous le direz en commentaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette théorie. On espère que ça vous a plu et surtout, donnez votre avis sur le sujet en commentaire. Ça nous ferait super plaisir. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros One Piece.